Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur mon projet de grossesse. Alors c'est vrai qu'on n'a pas souvent l'habitude d'entendre parler de projet grossesse, on parle plutôt de projet de naissance. Voilà, c'est ce qui est le plus connu, c'est ce qui est le plus employé. Mais le projet de grossesse en soi, je pense qu'il n'y a presque aucune femme euh, qui se pose la question de la façon dont elles veulent vivre leur grossesse. Alors oui, évidemment, on a toutes plus ou moins une idée de ce qu'on veut et de ce qu'on ne veut pas, mais là, je parle vraiment de projet de grossesse, c'est-à-dire établir un papier en notant absolument toutes les choses à accomplir durant la grossesse. Donc dans mon cas, en tout cas, c'était un papier qui était très très important, parce qu'il s'agit bel et bien de la dernière fois pour moi que je porte la vie. Je voudrais m'offrir du coup la satisfaction de finir sur une note épanouissante et ne rien regretter. Parce que c'est vrai que je remarque souvent qu'il peut y avoir comme un sentiment d'inaccompli finalement chez ces femmes qui n'ont pas réussi les grossesses comme elles le souhaitaient. Parce qu'en vrai, l'aboutissement ne se résume pas qu'à avoir un bébé. C'est comme qui dirait lire un livre sans les premiers chapitres. L'état lui-même est très important, je pense, et il faut pouvoir le comprendre, le savourer et en prendre conscience. Encore une fois, je sais ce que j'avance parce que durant mes précédentes grossesses, pour moi, c'était pas je suis enceinte, c'était je vais avoir un bébé. Est-ce que vous comprenez la nuance? Du coup, ma grossesse en elle-même, je ne la vivais qu'à travers les rendez-vous gynéco. Ce serait intéressant que vous me disiez vous aussi dans l'espace commentaire, pour les mamans qui ont déjà eu des grossesses pas forcément parfaites, ou alors si, des grossesses qu'elles considèrent comme parfaites, quel était votre état d'esprit finalement? Est-ce que vous aussi, vous aviez cette impression de vivre votre grossesse uniquement à travers les rendez-vous gynécologiques et non à travers votre réflexion, vos sensations ou vos envies? Moi en tout cas, ça a été mon constat. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, je voudrais partager avec vous ma liste, mon projet de grossesse, avec toutes ces choses qui me paraissent importantes à vivre. Donc il y a 19 points que j'aimerais exaucer durant cette période de 9 mois. Et j'ai ce fort sentiment au fond de moi que si je ne réalise pas ces 19 points, je serais peut-être passée à côté de quelque chose. Alors dit comme ça, c'est strict, mais en vérité, je vais m'expliquer sur chacun de ces points et vous allez voir que, voilà, force est de constater que j'ai pu essayer certaines choses, mais qui ne m'ont pas convaincue. Donc finalement, par élimination, on se retrouve avec un petit peu moins de 19 lignes. Mais pour moi, c'est pas du tout une déception parce que comme dit, dans cette grossesse, je veux être consciente, je veux écouter mes sensations. Quand ma sensation me dit que c'est pas quelque chose de très important finalement, je suis contente de ne pas réaliser la ligne que j'avais notée car j'ai écouté mes sentiments. Voilà un petit peu la façon dont ça fonctionne dans ma tête. Donc pour commencer ce projet de grossesse, en tout premier lieu, je voulais tenir un journal. Alors ça tombe bien, parce que le jour où j'ai appris ma grossesse, je suis allée me rendre dans un magasin de loisirs créatifs et je me suis acheté un bullet journal. Donc c'est vrai que les bullet journal, j'ai toujours aimé ça, mais pour réaliser un agenda, parce que c'est souvent pour ça qu'on utilise des bullet journal, pour réaliser des agendas et certaines listes, certains trackers intercalés dans certaines pages. Bon, en soi, ça me démotivait plus qu'autre chose. Tandis que là, pour tenir un journal bien axé grossesse, c'est un pur bonheur, c'est un pur plaisir. En tout cas, moi j'y prends beaucoup de plaisir, ça me détend, ça me relaxe, ça me laisse une trace physique de ce qu'a pu être ma grossesse. Donc là, c'est vraiment focalisé grossesse et non pas bébé, c'est vraiment le journal de grossesse. Je pense qu'à l'heure où vous entendrez ce podcast, la vidéo sur le bullet journal et sa présentation sera déjà sortie. Donc je vous la listerai en barre de description si nécessaire. Y noter ses sentiments, faire un suivi de ce qu'on veut au niveau du poids, au niveau de l'humeur. Moi, c'est vrai que c'était des choses que j'avais vraiment envie de traquer pour essayer de me comprendre, parce que je me trouvais pas très stable des fois en termes d'émotions. Puis finalement, j'ai pu me rendre compte, grâce au bullet journal, qu'en termes d'humeur, j'étais pas si instable que ça, parce que c'est toujours la même couleur qui revient, c'est-à-dire la couleur que j'ai attribuée au neutre, à un état neutre, normal. Numéro 2, toucher mon bébé. Ah bah oui, vous devez vous dire, mais c'est la base, c'est élémentaire, et pas chez tout le monde. Toucher mon bébé, c'est quelque chose que je me suis très très peu
accordées, autorisées lors de mes grossesses. La première grossesse est celle où j'ai le moins touché mon bébé, où j'ai le moins porté mes mains à mon ventre, parce qu'il y avait un côté trop solennel dans ce geste, un côté trop mère, un côté trop femme, un côté trop assumé. Et clairement, j'avais bien compris que j'avais pas le droit, moi, à ça. Psychologiquement, en tout cas, il y avait de grosses barrières. Et toucher mon bébé, lui donner un côté un peu trop légitime, un côté un peu trop léger, ce qui fait que je me suis beaucoup privée et je le regrette. Pour la seconde grossesse, je pense avoir un peu plus touché mon ventre que ça, mais de souvenir, en tout cas, j'étais encore un peu pudique sur le fait de pouvoir le faire. Là, on va dire que dès que j'ai appris ma grossesse, j'ai instinctivement et directement porté mes mains à mon ventre. Et plusieurs fois par jour. Je porte encore mes mains à mon ventre, je le caresse, j'essaie de le tenir entre mes mains, au creux des paumes de ma main. Je ferme les yeux et je me concentre. Et j'en profite. Numéro 3. Pratiquer la pleine conscience. Donc ça va un peu résonner avec le point numéro 2, du coup, vu que j'étais en train de vous dire que j'aimais bien prendre mon ventre au creux de mes mains, fermer les yeux et me concentrer sur ce geste, me concentrer sur la sensation. Donc finalement, pratiquer la pleine conscience, c'est un petit peu ça. Au début, dans ma liste, j'avais appelé ça la méditation de pleine conscience. Oui, on peut l'appeler comme ça. Mais méditation, moi, j'ai une image de la méditation où il faut être dans le calme, fermer les yeux, s'évader, enfin, voilà, ce genre de choses où tu es vraiment obligé d'avoir un conditionnement. On ne peut pas méditer n'importe où, n'importe comment, enfin du moins, je ne pense pas. Donc là, quand je dis simplement pratiquer la pleine conscience, c'est-à-dire me rappeler plusieurs fois dans la journée de l'état dans lequel je suis, de me rappeler à quel stade j'en suis, de regarder bien souvent où en est mon bébé dans son développement, essayer de comprendre mes symptômes, s'il m'arrive d'en avoir, me rendre tout simplement compte que mon corps est en train de produire quelque chose de magique. Et je pense que c'est la pleine conscience, tout particulièrement, bien plus encore peut-être même que tenir un bullet journal, qui va vous laisser ce sentiment de bon souvenir de la grossesse. Numéro 4, alimentation, Weston et Price. Donc ça, je vous ai fait pas mal de vidéos sur l'alimentation, Weston et Price, que j'ai découvert, je me rappelle plus quand, ça commence à faire un moment quand même. Et donc c'est une alimentation, je ne vais pas vous la refaire. Encore une fois, si ça vous intéresse, je listerai les vidéos nécessaires en barre de description. Mais il s'agit d'un mode alimentaire qui a été découvert par le docteur Weston A. Price, qui était un médecin dentiste, qui a parcouru le monde entier dans des villages reculés de la civilisation occidentale afin d'y étudier la force et l'état de santé de ses habitants par rapport à l'Occident, où les dents sont quand même assez fragiles, où il peut y avoir des déformations, des rétrécissements de mâchoire, une immunité un peu plus faible, des silhouettes un peu plus chétives, etc., etc. Et on peut dire qu'il a percé le secret ancestral de l'alimentation primaire, de l'alimentation primitive, qui fait qu'il y a très peu de désordre mental dans ce genre de communauté reculée de l'Occident, que leur mâchoire est bien large et bien solide, que leurs os sont costauds, qu'ils ont des immunités très fortes face à des maladies pas toujours joyeuses. Et il existait justement un bouquin spécialement dédié pour la grossesse, la conception, la grossesse et la pré-grossesse, en suivant l'alimentation Weston et Price. Donc c'est vrai que moi, mon but c'était vraiment de me rapprocher de cette alimentation-là. Mais, et dommage qu'il y ait un mais, c'est que l'alimentation Weston et Price, malheureusement, ne convient pas à mes envies. C'est-à-dire que pendant cette grossesse, je me rends compte que j'ai d'immenses envies de glucides. Et les glucides, dans le régime Weston et Price, ne sont pas interdites, mais ce n'est pas, on va dire, l'aliment principal, ce n'est pas la ressource principale qu'on nous conseille d'ingérer. Ce qui fait que je suis un peu en conflit avec moi-même, parce que mon corps me hurle de manger des glucides, et j'ai plutôt tendance du coup à vouloir écouter mes sensations plutôt qu'écouter des théories, même si elles sont basées sur des travaux qui ont été longs et sérieux, tant pis. Donc, quand je peux essayer de faire quelques fois du Weston et Price, c'est tant mieux.
Mais suivre l'alimentation à 100%, force est de constater que j'ai essayé, mais que ça ne correspond pas. Numéro 5, faire des étirements. Ah oui, ça pour moi c'est extrêmement important. Pourquoi ? Parce que les étirements, c'est le gage de la mobilité. Et qui dit mobilité dit forcément un meilleur confort pendant la grossesse. Je suis quelqu'un qui souffre énormément du dos, même en n'étant pas enceinte. Donc là, avec le changement hormonal, la posture se modifie. Et la posture m'a fait mal dès le tout début de la grossesse. Ça s'est un petit peu stabilisé, mais j'ai envie de vous dire, les copains, on n'est qu'au premier trimestre pour moi. Donc j'ai encore le temps d'avoir une posture qui s'intensifie et qui du coup me fera mal. Donc il faut s'étirer, il faut s'entraîner à garder une mobilité au niveau des jambes, au niveau du buste, au niveau des bras. Il faut continuer à pouvoir se mouvoir, c'est très important. C'est trop souvent négligé. C'est ce qui d'ailleurs fait qu'on vieillit un petit peu en se raidissant, en ayant des maux de partout. C'est mon kiné qui m'avait expliqué ça. Plus on est immobile, plus le corps va s'habituer à cette nouvelle immobilité. Et du coup, les mouvements vont devenir de plus en plus compliqués et douloureux. Donc pour éviter ça, ça ne demande pas grand-chose. Quelques étirements tous les jours. Numéro 6, faire du sport. Alors, faire du sport, c'est bien ambitieux, je trouve. Si vous voulez, pour moi, faire du sport, ne veut pas dire aller en salle. Bien qu'encore, ça m'aurait pas déplu d'aller en salle. Je sais pas en fait s'il faut que je le fasse ou pas, mais bon. On va dire qu'au minimum, vraiment, ce que je veux m'imposer, c'est de faire au moins 10 000 pas par jour. Voilà, parce que la grossesse te donne un mauvais retour veineux. C'est normal, tes vaisseaux se dilatent. Donc évidemment, tu as un afflux sanguin qui est beaucoup plus important, tu as le cœur qui bat plus vite, mais tu peux avoir aussi le sang qui stagne et le retour veineux assez mauvais. Ça peut te causer des varices, ça peut te causer des vertiges, ça peut te faire avoir les jambes lourdes, autant l'éviter. Et puis je pense que il faut en profiter. On a un métabolisme qui est hyper rapide en étant enceinte. Profitons-en pour se sentir en forme. Encore une fois, avoir un bon tonus, c'est très important. Ça nous servira le jour de l'accouchement. Et puis, en général, on le regrette. C'est-à-dire que quand on est dans la grossesse, y a une pensée populaire qui vise à dire « Je peux me permettre tout ce que je veux, je suis enceinte. Si je ne peux pas en profiter maintenant, alors je ne vois pas quand je pourrais en profiter. » Sous-entendu, me reposer à fond et profiter de manger comme je l'entends. Donc oui, ça c'est la méchante petite voix qui est plaisante à entendre pendant 9 mois. Mais pendant 9 mois, je ne vous raconte pas les dégâts. Il y a des femmes qui prennent énormément de kilos. Ça leur cause des problèmes de santé. Et une fois qu'elles ont accouché de leur enfant, c'est là qu'elles réalisent que leur corps a rempli sa fonction, que maintenant, elles n'aiment plus se regarder dans le miroir. Donc c'est de la prévention. C'est par amour pour son bébé qu'on le fait et c'est également par amour pour soi. Parce que si vous n'êtes pas à 100% au mieux de votre forme pendant et après votre grossesse, je pense que vous pourrez vous en vouloir. Et puis voilà, le sport c'est aussi une façon de s'aimer. Et encore, j'appelle ça sport. Je devrais peut-être même pas appeler ça sport. C'est juste un petit quelque chose pour se maintenir. Numéro 7. Me supplémenter façon Weston A. Price. À défaut de ne pouvoir suivre l'alimentation à la lettre, comme je vous l'ai dit là il y a quelques instants, se supplémenter façon Weston A. Price me paraît tout à fait réalisable et même très bénéfique. Donc je ne vais pas vous en dire davantage dans ce podcast parce que ce n'est pas vraiment l'endroit. Il y a une vidéo qui sera dédiée et déjà prévue pour ça, pour la supplémentation au complet, ce que j'ai choisi comme produit et pourquoi. Mais pour faire simple, c'est vrai que sans parler de Weston A. Price, la supplémentation, c'était vraiment quelque chose à côté de laquelle je ne voulais pas passer. Parce que c'est pas tant pour le bébé, vous voyez qu'on le fait. Le bébé trouvera toujours sa source de provision en vous. Mais c'est pour vous-même. On ne compte plus le nombre de femmes qui perdent des cheveux. On ne compte plus le nombre de femmes qui ont une peau asséchée pendant la grossesse, qui du coup se font des vergetures, parce qu'évidemment il y a une hormone qui est la progestérone qui assèche beaucoup la peau. Donc il faut savoir anticiper et lutter contre ça. On ne compte plus le nombre de femmes qui ont des gingivites, parce que justement il y a un afflux sanguin qui est plus important. Bref, il y a beaucoup de choses pour réguler notre bien-être. Donc, pour vraiment être capable de tenir le choc, d'après moi, la supplémentation était essentielle. Numéro 8, faire de l'acupuncture. Alors moi, je suis pas trop... c'est pas trop mon truc, ce genre de médecine alternative, de médecine douce.
Mais c'est vrai que j'ai pas mal lu, en tout cas, que l'acupuncture, ça pouvait être très très intéressant à pratiquer avant l'accouchement pour permettre un accouchement un peu plus rapide et un peu moins douloureux. Donc je ne sais pas si j'y crois, je vous le dis franchement, je ne sais pas si j'y crois, parce que je suis assez scientifique et très sceptique sur ce genre de choses. Mais un accouchement par voie basse est tellement intense et tellement douloureux que ce serait bête de se priver de quelque chose qui peut-être va faire une petite différence, vous voyez. Donc acupuncture, c'est noté, c'est à réaliser. Numéro 9, me faire masser. Tiens donc, me faire masser, bah écoutez, c'est un petit peu en relation directe, on va dire, avec le mal de dos. J'avais prévu de me faire suivre par un kiné pendant une bonne partie de la grossesse en tout cas, pour éviter d'avoir des maux qui s'installent et toujours pour préserver ma mobilité. Mais je vais essayer de voir si je peux m'en sortir par moi-même. Si j'arrive à gérer ça par moi-même, à être assidue par moi-même, alors ça ira très bien et je pense que je pourrais m'en passer pendant la grossesse. Mais il est sûr que s'accorder des massages, aussi au niveau des jambes, au niveau des pieds, peut être vraiment très bénéfique, surtout pour prévenir et soulager la rétention d'eau si on en fait. Numéro 10, tirer mon lait. Ah oui, ça j'y tiens, les enfants, j'y tiens, j'y tiens, j'y tiens. Je ne sais pas ce que ça fait que de nourrir son enfant avec son propre lait. J'avais une pudeur monumentale pour mon premier bébé. Je trouvais ça incestueux. C'est idiot ce que je vais dire, mais écoutez bien, ça vaut le coup, vous l'entendrez peut-être pas deux fois. Mais je trouvais ça incestueux de mettre mon sein dans la bouche de mon enfant. Je trouvais ça impossible à faire pour moi. Donc j'ai alimenté mon premier garçon qu'avec du lait dès le début. Pour ma fille, j'ai bien essayé de vaincre cette timidité, on va dire, face au bébé. Donc j'ai essayé de lui mettre le sein dans la bouche, elle l'a refusé. J'étais pas assez solide psychologiquement pour insister et persévérer, donc j'ai dit laissons tomber, donnons-lui du lait. Et pour cet enfant-là, j'essaierai peut-être de mettre le sein à la bouche, de temps en temps, peut-être. Mais j'ai surtout très envie de tirer mon lait parce qu'il semblerait que le tire-lait soit ce qu'il y a de moins abîmant pour les mamelons. Ça tire plus efficacement. Et au moins, ça peut permettre de congeler, de faire du stock et de laisser toujours n'importe qui participer au biberon. Donc voilà, ça c'est ma décision. J'ai envie de tirer mon lait pour voir ce que ça fait, pour essayer. Advienne que pourra, on verra si ça dure ou si ça ne dure pas. Le plus important, je pense, c'est d'essayer. Numéro 11, faire une gender reveal. Oh! Alors là, les amis, on part dans le plaisir, le pur plaisir. C'est très américain tout ça, baby shower, gender reveal. Oui, je suis pas américaine, mais je m'en fous. Je regarde les réseaux sociaux et je me plais, c'est un plaisir de voir ces gens heureux, entourés de leurs proches, qui font une petite fête et qui du coup font découvrir le sexe de leur bébé devant toutes les personnes concernées. Moi, je trouve que c'est très émouvant, c'est beau, c'est quelque chose que j'ai toujours eu envie de faire. Je pensais que jamais je ne pourrais avoir cette opportunité de le faire. Et écoutez, je crois que cette fois-ci, je ne vais pas m'en priver. Donc, j'ai envie d'organiser une petite fête pour annoncer aux proches le sexe de bébé. Donc, la seule différence, c'est que moi, je voudrais être au courant du sexe avant. Je veux aller moi-même chez mon gynécologue, qu'il m'annonce le sexe. Je veux le dire à mon mari. Je veux le dire à mes enfants. En priorité, pour nous, c'est la famille d'abord. Et ensuite, pour les autres, pour les proches, faire l'annonce comme ça, un petit peu en fête, avec un petit buffet froid ou j'en sais trop rien encore, ça peut vraiment marquer les esprits, donc oui. Numéro 12, apprendre l'accouchement sans douleur. Et oui, je n'ai jamais fait de préparation à l'accouchement. Je suis allée voir une fois une sage-femme et notre premier rendez-vous, c'était vraiment que de la communication, c'était vraiment que des questions-réponses. Et par après, je me suis découragée, je me suis dégonflée, je n'y suis plus retournée. Donc je n'ai jamais appris les postures, je n'ai jamais appris les gestes qui peuvent soulager, je n'ai jamais essayé d'entraîner mon esprit justement à accoucher sans douleur ou en tout cas avec une grande gestion. Je me suis toujours dépatouillée avec mon instinct de femme, on va dire.
Mais là, cette fois-ci, encore une fois, l'anticipation pourrait peut-être faire la différence. Donc, je compte vraiment là-dessus pour pouvoir vivre mon expérience le plus facilement possible, on va dire. Numéro 13, faire des vidéos YouTube grossesse. Eh oui, ça, c'est un souhait que je nourrissais depuis un moment aussi. Un petit peu comme pour la gender reveal. Je me disais, bon, j'aime bien ces contenus-là, c'est beau, ça calme, c'est apaisant, c'est mignon, mais je pourrais jamais le faire. Je pourrais peut-être plus jamais le faire. Donc j'ai très envie de faire des vidéos grossesse parce que depuis que j'ai eu Aaron, depuis que j'ai eu Lourdes, il y a énormément de youtubeuses du coup qui ont eu aussi leur propre bébé. Et il y en a certaines que j'ai eu plaisir à suivre justement. Et toujours avec cette petite voix qui me disait fais des vidéos YouTube. Profite, fais-toi plaisir, kiffe l'instant. Ces femmes se font plaisir, ce n'est que du plaisir ces femmes qui se font des vidéos grossesse. Puis on apporte un petit peu notre pierre à l'édifice aussi au grand savoir que peut être le savoir autour de la maternité, de la grossesse. Donc oui, pardonnez-moi de vouloir y participer. J'ai aussi des choses à dire, j'ai aussi des choses à partager. Donc faire des vidéos grossesse pour moi c'était une façon de délivrer toutes ces envies honteuses que j'avais au fond de moi. Numéro 14. Acheter des habits de grossesse. Ah oui, des habits de grossesse. Dites-vous bien que je ne me suis jamais rien acheté de grossesse. Pour Aaron, je me rappelle que ma mère et ma tante m'avaient donné leurs propres vêtements de grossesse. Quelques-uns, ça se résumait à 2 jeans et peut-être un pantalon souple, je ne me rappelle même pas, vous voyez. Non, c'était une jupe, c'était une mini-jupe en jean aussi avec le bandeau au niveau du ventre. Donc j'ai très très peu eu finalement de vêtements de grossesse, ou du moins même, pas forcément de grossesse, mais de vêtements confortables pour la grossesse. Je me suis toujours plus ou moins adaptée avec les vêtements que j'avais déjà. Du coup, beaucoup de pyjamas, du coup, beaucoup de robes élastiques, stretch, et pas vraiment de vêtements spéciaux. Donc pour ce coup-ci, franchement, pour le confort, pour le plaisir encore une fois, j'ai envie de faire ma femme enceinte normale, le genre de femme que tu peux croiser n'importe où, qui vit sa grossesse normalement et qui s'adapte pas, qui bidouille pas comme ça. T'as besoin d'un vêtement de grossesse, bah, tu as un vêtement de grossesse. Et puis, excusez-moi, mais maintenant, avec Vinted, on peut largement s'équiper et se faire plaisir à petit prix. Donc je suis certaine que je ne vais même pas m'en priver. Numéro 15, relire mes cours de médecine grossesse. Eh oui, ça c'est le meilleur de tous les supports. Parce que malheureusement, moi les forums, je ne leur fais pas confiance. On lit des énormités sur les forums, je vous assure. On lit des énormités. Alors que quand on a un minimum de savoir scientifique, je peux vous garantir qu'on identifie mieux du coup ce qui nous arrive. On sait quand il faut s'alarmer, quand il n'y a pas besoin de s'alarmer. Même en n'étant pas médecin, je vous garantis que les cours sont suffisamment explicites et complets pour que l'on puisse au moins se comprendre et se rassurer. Et le support est quand même assez indiscutable puisqu'il s'agit du support même qu'utilisent les personnes qui deviennent sages-femmes, qui deviennent gynécologues. Donc en fait, c'est un accès direct, si vous voulez, au savoir de la femme, au savoir de la grossesse. Et je préfère de loin, en fait, me replonger dans ces cours plutôt que d'écouter les conseils des grands-mères ou d'écouter les conseils des uns et des autres ou de me plonger dans un forum. Voilà, pour moi c'est trop trompeur, ça m'a déjà trop mené à des peurs inutiles ou alors à des mises en danger de personnes qui disaient non, ça c'est rien, alors que si, il y avait vraiment quelque chose. Donc voilà, je préfère faire confiance à ces cours-là et je suis d'ailleurs très reconnaissante de les avoir en ma possession. Numéro 16, apprendre à gérer l'humeur. Alors ça, je suis plutôt fière de moi parce que j'ai justement monitoré mon humeur au niveau de mon bullet journal et comme dit, je me suis quand même rendu compte que j'étais assez stable en fait, en humeur. Je pensais que j'étais peut-être... Il m'est arrivé de penser que je pouvais peut-être avoir hérédité de bipolarité. Il y a plusieurs niveaux dans la bipolarité, vous savez. Eh bien, en fait, non, je me suis juste rendu compte que j'étais un humain avec des émotions. Et voilà tout. Je n'ai absolument pas de problème d'humeur. Et je suis d'ailleurs très contente d'avoir mis en place ce mood tracker pour m'en apercevoir. Parce qu'il n'y a rien d'anormal, en fait, dans mes humeurs, dans mes réactions.
Donc tant mieux, c'est déjà rassurant. Mais quand je parlais aussi de gérer l'humeur, c'est-à-dire au niveau même du foyer, ne pas partir au quart de tour, ne pas s'agacer trop vite, trop facilement envers mon mari quand il fait quelque chose d'une autre façon que moi j'aurais aimé qu'il fasse, ne pas perdre patience trop vite avec mes enfants actuels. Et ça aussi, c'est quelque chose qui rentre bien dans les rangs. J'ai réussi à me rapprocher de mes enfants. Et ça, justement, c'est une merveilleuse transition pour le point numéro 17, qui est impliquer mes enfants. Et oui, les enfants, je me suis rapprochée d'eux. C'est-à-dire qu'auparavant, je ne m'occupais pas vraiment... les enfants, comment dire. Moi, j'étais plutôt la béquille, le soutien émotionnel de mes enfants. Mais c'est vrai qu'en pratique, mon mari, il est nettement plus dynamique que moi, nettement plus actif que moi. Donc, il était plus amène, en fait, de faire de la gestion autour des enfants. Et moi, bon, je dis pas que je fais rien, mais je suis plus souvent spectatrice, vous voyez. Je suis plus souvent spectatrice. L'année dernière, il s'est occupé des devoirs de mon fils, avec sa vieille méthode des années 70. Voilà, bon, j'aimais pas trop sa méthode, mais pour autant, vous voyez, j'ai jamais pris le relais parce que j'avais peur, je me sentais pas capable. Là, cette année, je gère mes enfants beaucoup plus. C'est moi qui vais les récupérer déjà à l'école le soir la plupart du temps à pied. C'est moi qui monitore leur douche. C'est ensuite moi aussi qui les mets au travail. Donc mon fils, je fais ses devoirs avec lui. Et ma fille, je lui fais faire du travail aussi avec un cahier pour préparer déjà la classe d'après. Et ça, je suis très fière de pouvoir le faire et je veux garder ce rythme et garder ce lien. Et en ce qui concerne, excusez-moi, donc l'implication, ce qui fait qu'il y a eu ce rapprochement avec mes enfants, une plus grande implication, fait que du coup, on a beaucoup plus discuté autour du bébé. Et il aime déjà, cet enfant, c'est incroyable. Je suis émerveillée en fait par l'amour qu'ils peuvent déjà porter à ce bébé qu'ils ne connaissent pas. Et pour les impliquer, ce que je leur demande de faire, c'est de me donner mes compléments alimentaires. Donc ils ont chacun leur petite mission. Le matin, c'est Aaron qui me donne mon acide folique pour le moment, parce que après les compléments alimentaires vont changer. Et le soir, ma fille me donne mon magnésium. Donc voilà, c'est une belle façon d'impliquer les enfants. Je leur dis qu'ils contribuent justement à construire ce bébé, à le fabriquer. Je dis à mon fils que l'acide folique va fabriquer des nonos tout durs au bébé qui sera bien costaud comme ça. Et je dis à ma fille que le magnésium va lui permettre d'avoir du gnon-gnon, c'est-à-dire des bonnes joues, quoi. Même si c'est pas vrai, c'est bon. Une façon, encore une fois, de les impliquer. Comme ça, ils s'imaginent que elle va faire un beau bébé si elle me donne toujours mon magnésium. On continue, on est bientôt sur la fin. Courage, courage. Numéro 18, filmer l'accouchement. Oui, c'est quelque chose qui n'est pas indispensable, on est bien d'accord. C'est même quelque chose qui n'est pas toujours très adapté, je trouve. Mais, encore une fois, pour avoir vu des vidéos dernièrement en plus de femmes qui accouchent, je trouve ça beau en fait, je trouve ça puissant, je trouve qu'il y a une énergie toute particulière autour de ça. Quand je regarde des vidéos de ce style, en fait, la femme, je la vois plus comme une femme, je la vois comme une lionne, je la vois comme un animal ensauvagé qui se reconnecte avec ses instincts en fait, et qui n'est plus la petite citoyenne du quotidien, de sa civilisation bien organisée, etc. Pour moi, l'accouchement, c'est un état naturel, un état brut, et de voir de quelle manière est-ce que naturellement on essaie de gérer cette douleur et on essaie d'expulser l'enfant, c'est vraiment très fort comme image. Et j'avais envie en fait de me voir de cette façon-là parce que, encore une fois, c'est très stupide, mais quand vous n'avez pas une grande estime de vous-même, je pense que de se voir dans un moment comme celui-là peut vraiment vous permettre d'augmenter cette estime de vous. Je trouve que c'est important de se voir comme étant une femme solide, comme étant une guerrière. Et voilà une des raisons pour laquelle je voudrais filmer mon accouchement. Pour pouvoir en fait me congratuler, parce que je sais bien que si je ne me congratule pas, je n'aurai de congratulation de personne d'autre. Et je pense vraiment que la congratulation la plus forte et la plus efficace est celle que l'on se donne à soi. Et je vais conclure ce très long podcast avec le 19e point qui est faire une séance photo. Une séance photo pendant que je suis enceinte. C'est peut-être un peu basique, peut-être un peu normal même pour toutes les mamans. Mais sachez qu'il existe d'autres mères, comme c'est mon cas, qui n'ont jamais fait de séance photo de leur ventre.
pour mon fils, les seules photos que j'ai, j'en ai très peu du ventre. Je dois en avoir 3 maximum, c'est vrai, je dois en avoir 3. Donc du coup, seulement 3, c'est triste. Aucune séance photo et que des photos de téléphone, hein, autant le dire aussi. Ensuite, pour ma fille, j'avais fait quand même un suivi mois par mois, mais c'était des photos très approximatives, faites avec des arrière-plans horribles. Donc voilà, cette fois-ci, je voudrais vraiment avoir mes belles photos immortalisées dans un vrai studio avec un vrai photographe professionnel qui pourra du coup graver en moi ce moment merveilleux qu'est la grossesse. Et j'en ai terminé, voilà ce qu'était donc mon projet grossesse. Comme je vous l'ai expliqué, il y a quelques trucs sur lesquels j'ai été forcée de constater que ça ne matchait pas exactement comme je le voulais. Mais c'est pas grave, ce n'est pas grave. Je suis quand même très contente de cette liste. Et vous, maman, je vous recommande et je vous conseille vraiment, 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 quel que soit le niveau d'enfant sur lequel vous êtes, premier, deuxième, troisième, infini, j'en sais rien, euh, préparez-vous un projet grossesse, vous verrez, ça peut faire la différence. Il y a des mamans, des fois, qui justement pour avoir ce sentiment d'accomplissement, vont se dire, et si j'en faisais un autre pour être en paix. Alors que peut-être si elles avaient vécu, imaginons, la première grossesse ou les 2 premières grossesses exactement comme elles auraient voulu la vivre, elles auraient peut-être pas eu besoin finalement de se remettre là-dedans, parce que la grossesse peut être magnifique, mais après, il faut toujours se poser la question aussi de est-ce que je vais être capable d'assumer la maternité pour toute la vie qui m'attend derrière. Ça, c'est quelque chose qu'on a un petit peu plus de difficulté, je pense, à s'imaginer. Donc, le projet grossesse, les filles, le projet grossesse. Je vous remercie de m'avoir écouté, c'est très gentil de votre part. Et on se dit à très bientôt pour du nouveau contenu sur YouTube. Bye bye.